Donc, tu peux démarrer l'enregistrement. Je vous dis bonjour à tous. Merci d'être à ce webinaire pour travailler le lean crise. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Chartier, qui a fondé ou qui est cofondateur d'aramisauto.com, qui en est aujourd'hui le DG. Et je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous expliquer. Donc, je vais manipuler les slides. Nicolas me dira quand les bouger. Il va nous expliquer comment Aramis Auto a vu arriver la crise, l'a vécu, la vit et prépare éventuellement le futur. Alors, bonjour à tous et merci de participer à cette présentation. Donc, je vais vous parler effectivement d'Aramis et de la manière dont on a vécu et comment on continue de vivre cette crise. Alors, peut-être pour commencer sur le slide suivant, vous dire deux mots d'Aramis Auto. Aramis Auto, en fait, notre mission, c'est de rendre simple et accessible l'achat et la vente de voitures automobiles. On a créé la société en 2001 et l'ambition qu'on avait avec mon associé Guillaume Paoli, c'est sur un marché qui était assez compliqué pour les consommateurs, sur un marché qui est très important pour les consommateurs parce qu'en fait l'automobile, c'est le deuxième budget de consommation des ménages. Et puis c'est un outil, c'est un bien, c'est un produit dont on a tous beaucoup besoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des consommateurs, des ménages français utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler. Et donc, c'est un bien extrêmement important pour les consommateurs dont on a voulu rendre l'accès le plus simple possible. Aujourd'hui, donc, Aramis Auto, sur la slide suivante, c'est à peu près 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. L'an dernier, 62 000 voitures vendues et une présence dans 3 pays en Europe, la Belgique, la France et l'Espagne. Voilà. Donc ça, c'est les chiffres 2019. En 2020, comme vous pouvez l'imaginer, ça risque d'être moins que ça, en chiffre d'affaires en tout cas, puisque là, le marché est extrêmement perturbé. Et donc, ça nous crée un challenge absolument énorme. Voilà pour donner quelques chiffres. Ce qui est important pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas en France, c'est que notre positionnement, il est énormément sur le digital. Donc, on voit en bas 1,9 million de visites sur les sites par mois. On est le leader en France de vente de voitures sur Internet. Et une grande partie du process de vente se fait totalement en ligne. Et on verra que c'est une force pour Aramis Auto dans le contexte actuel. Voilà pour vous donner quelques chiffres et une petite présentation d'Aramis. Alors maintenant, si on passe à la crise Corona, comment on l'a vécu chez nous? Je ne vais pas vous refaire l'historique de la crise, puisque vous la connaissez tous, vous la vivez comme moi et vous la connaissez tous aussi bien que moi. Par contre, je pense que chaque entreprise l'a vécu d'une manière un petit peu différente. Et chez nous, en fait, ça a commencé, on a commencé à avoir des premiers retours de collaborateurs vers fin février. Quand je reprends mes notes, on avait un petit déjeuner dernière semaine de février, un petit déjeuner qu'on fait régulièrement avec nos collaborateurs. Et parmi les questions des collaborateurs, il y avait justement des questions sur est-ce qu'il faut, quelles mesures on prend par rapport au coronavirus. Donc ça commençait à être un sujet fin février. Et en fait, comme partout, je pense, entre certains qui pensaient que c'était pas grand-chose, et c'était d'ailleurs ce que disait une grande partie des scientifiques, ce que disait le président de la République, ce que nous disait la majorité des personnes qu'on pouvait entendre qui étaient en responsabilité, et puis d'autres qui avaient finalement, entre guillemets, assez peur et qui étaient assez inquiets. Certains parce qu'ils avaient des contacts en Italie ou bien en Chine et du coup
avaient une vision un petit peu différente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est d'ailleurs assez amusant parce que, enfin amusant, ça a pu créer des antagonismes parfois dans des échanges, notamment sur notre réseau social interne, où les communications qu'on faisait étaient prises les gestes barrières étaient prises par certains comme oui, mais pourquoi vous dites ça, c'est qu'une petite grippe, c'est pas grand chose. Et en fait, très rapidement, et c'est là où on peut parler, on peut commencer à parler de Lean, on a dit dans le comité de direction, ce qui est important, c'est respect for people, qui est un de nos principes clés chez Aramis Auto. Et donc, il faut qu'on soit à l'écoute de tous les points de vue et que l'on soit. Personne n'a raison, il faut respecter tous les points de vue. Donc, s'il y en a qui ont peur, il faut respecter. Et s'ils ne se sentent pas à l'aise pour venir travailler, il faut le respecter. S'il y en a qui pensent que c'est n'importe quoi, bon, ils sont libres de le penser, mais on leur demande de respecter ce que peuvent penser d'autres. Donc en fait, on était pas mal à l'écoute, ce qui fait qu'on a finalement commencé à se préparer assez tôt, puisque la première manière de formuler le problème, ça a été de se dire, on ne sait pas si ça va être une crise grave, on ne sait pas si le virus est grave, mais en tout cas, quand on écoute nos collaborateurs, pour certains, c'est important. Donc le premier point, ça va être de toute façon de les rassurer et par conséquent, respecter tous les gestes barrières et commencer à mettre en place tout ce qui va protéger les collaborateurs, quelle que soit l'importance du virus. De toute façon, c'était important pour les protéger. Et à l'époque, on ne savait pas si ce virus était grave. Donc assez rapidement, on a été sur le mode de mettre tout le monde en sécurité, et comme beaucoup, l'arrêt des voyages, etc. La vigilance sur tous les gestes barrières. Et début mars, première semaine de mars, on a créé une cellule de crise. Et là, de la même manière, moi, j'étais assez... bon, moi, j'attendais de voir. Encore une fois, j'entendais que ce n'était pas si grave que ça, ce qu'on nous disait. Donc, j'étais pas... mais c'est un collaborateur qui a dit, écoute, là, ce serait bien quand même qu'on coordonne nos actions. Donc, on a dit, bon, OK, on crée une cellule de crise qui existe toujours et puis qui, depuis début mars, en fait, se réunit tout le temps, tous les jours, et qui se coordonne. Et en fait, ça a été plutôt pas mal parce que du coup, on a tout de suite préparé, on s'est tout de suite mis dans la situation la pire, et puis on a tout de suite préparé les hypothèses, les scénarios. D'abord en cas de confinement, en cas de fermeture aussi des commerces, qui est un problème pour nous puisque nous avons 30 points de vente, en tout cas en France. Et voilà. Et bon, ensuite, tout s'est accéléré, tout est allé très très vite, hein, puisque je crois que c'est le week-end du 15 mars ou 14 mars, le week-end des élections, où on nous a dit de fermer le e-commerce. Nous, c'était un week-end de portes ouvertes, donc on était censé être ouvert le dimanche, mais on a été obligé de fermer. Et puis le confinement est arrivé le mardi d'après. Très rapidement, et en fait, comme on avait mis en place, comme tout était en place dès la semaine d'avant, on avait commencé à mettre tout le monde en télétravail la semaine d'avant, ce qui fait que ça a été il n'y a eu aucune rupture d'activité. On a pu continuer à travailler et à servir nos clients, entre guillemets, normalement. Enfin, on verra qu'on ne peut pas servir tous les clients, mais ça n'a pas créé d'interruption de business. Voilà. Et puis assez rapidement, on s'est alerté sur un point, c'est que dans ce cadre dont on nous dit que c'est une guerre et qui est un petit peu exceptionnel, assez rapidement, on a le risque de revenir sur un mode de management très command and control. Et donc, ça a été un très gros point de vigilance dès le départ dans la cellule de crise. Et moi-même, en participant à cette cellule de crise, j'étais vigilant aux dérives qu'il pouvait y avoir. Point de vigilance sur ne pas retourner dans un management command and control. Alors, si on passe à la slide d'après, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Et comme Jacques et Michael sont là, on va pouvoir parler de la stratégie Lean, puisque cette référence au management command and control versus un management orient and support, que vous avez sur la slide, c'est une
théorie qui a été développée dans ce livre, La stratégie Lean, qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Et en fait, qui explique que il y a deux manières de voir les choses. La manière traditionnelle, qui est notre manière 4D, là, avec le define. Donc, on définit des choses en centrale, on décide en centrale. Ensuite, on donne des instructions, par exemple chez nous, au réseau ou au terrain. Et ensuite, il faut le deal, qui est le démêler. Il faut gérer les problèmes que cela crée. Contre le management que nous, on a adopté, Orient and Support, qu'on représente avec le 4F, où on va partir des problèmes du terrain. C'est le find que vous avez en bas à droite du cercle de droite, find. On va face les problèmes, les voir en face, framer les problèmes et ensuite former en déployant les solutions. Voilà. Et donc, nous, on a fait beaucoup de travail avec le Lean pour travailler sur le mode 4F, mais à situation changeante, on avait un risque de retomber dans le 4D. Voilà. Au passage, il y a un livre à gauche, un livre à droite. C'est pas pour dire que la stratégie Lean est 4D et que le leader Lean est 4F. Ils sont tous les deux 4F. Voilà pour le modèle de management. Et donc, ça a été rapidement un point de vigilance. Et on va voir que le sujet People is the solution, en fait, dans notre organisation, on a été hyper réactif et on a été très rapidement capable de continuer à servir nos clients et à inventer des solutions pour livrer nos clients parce que les solutions ont été inventées sur le terrain par les people et qu'à aucun moment on a mis en place de process en centrale pour les déployer, mais qu'au contraire on a présenté les problématiques à nos collaborateurs et les challenges et qu'on leur a demandé sur le terrain de faire des propositions, des suggestions en les accompagnant pour la réalisation de ces suggestions. On va le voir après. Voilà, donc sur la slide d'après, justement, on a expliqué comment on a framé la situation dans laquelle on se retrouvait et ce qui a permis d'orienter en permanence les collaborateurs et toute l'équipe, en fait, toute l'entreprise. Puisqu'on se retrouvait dans une situation où tout le monde est un petit peu désorienté, et y compris au niveau de la direction, puisque c'est une situation nouvelle. Du jour au lendemain, il n'y a plus de business. On a des charges qui courent, mais on n'a plus de revenus. C'est branle-bas de combat. Et dans ces cas-là, c'est important d'avoir des guidelines et c'est important d'avoir une vision pour pouvoir répondre aux challenges que l'on a. Donc, par exemple, on nous disait qu'il fallait fermer les points de vente, on nous disait qu'il fallait arrêter de travailler, on nous disait qu'il fallait évidemment respecter des gestes barrières, qu'il fallait, il y a tout un tas d'instructions qui étaient données dans tous les sens et qui faisaient qu'on avait besoin de se mettre d'accord sur ce que l'on avait nous à faire. Et donc, on a framé notre challenge de la manière suivante. Le premier, c'est évidemment la sécurité, et c'est donc de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Donc, dans la situation dans laquelle on était, on a dès le départ décidé que, quoi qu'il arrive, on ne devait rien faire qui puisse créer des problèmes à nos clients ou à nos collaborateurs, des problèmes de santé, puisque c'était une nouvelle situation. Deuxièmement, on s'est dit que sous réserve de respecter le 1, il faut arriver à assurer une continuité de service à nos clients, puisqu'on va le voir après, en fait, c'était un besoin, on avait des besoins de la part de certains de nos clients dans ce contexte-là. Et enfin, qu'il fallait qu'on prépare Aramis à être encore plus forte en sortie de crise. Et donc, je vais vous parler de la manière dont on a fait ça. Voilà. Et un des gros sujets aussi dans ce contexte-là, c'est que nous, on a un autre principe. Je vous parlais du principe du respect for people. On a un principe important qui est le teamwork, qui est une grande force de l'entreprise. Dans ce contexte-là,
où les gens allaient être chacun disséminés chez eux, on se demandait comment on allait pouvoir maintenir le teamwork. Et donc, on a rédigé ce challenge en disant qu'il faut qu'on arrive à garder une équipe soudée, que les échanges et le teamwork continuent malgré la distance et malgré aussi les différences d'appréciation sur la situation. Et puis le stress que tout cela engendre, puisqu'en fait, pour tous, c'est beaucoup de stress, du stress parce qu'on a certains, enfin, on peut avoir peur à cause de tomber malade, du stress parce qu'on est chez soi et qu'on est dans des conditions différentes pour travailler et que confiné. Du stress parce qu'on ne sait pas comment va être la sortie. Donc voilà, beaucoup de stress pour tout le monde. C'est important de le prendre en compte chez nos collaborateurs. Donc ça, c'était la partie oriente et qui nous guide en permanence. C'est-à-dire quand on a des décisions à prendre, on se dit, bon, d'abord, sécurité des collaborateurs, ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour les clients et enfin, comment on prépare la suite. Et donc, pour garantir, sur le slide suivant, justement, le support, garantir la cohésion des équipes, très rapidement, on s'est dit qu'il fallait adapter. On a travaillé sur l'adaptation des rituels et des outils pour que les équipes puissent continuer à travailler ensemble. Et ça, en fait, chaque team leader, moi, j'ai beaucoup sensibilisé les team leaders là-dessus, les managers, les directeurs. Après, c'est chacun qui a fait, d'ailleurs, pas mal avec le soutien du Kaizen Office, pour très rapidement remettre en place des rituels, adapter les rituels. Donc, les rituels, c'est les réunions, c'est les délits. Adapter les OBIA, puisque nous, on a l'habitude de travailler avec des OBIA physiques et des tableaux physiques, donc il a fallu tout adapter en digital. Paradoxalement, même si on est une boîte digitale, nos OBIA sont physiques, mais très rapidement, en fait, les OBIA ont été digitalisés. Et puis voilà, très rapidement, tous les rituels se sont remis en place, ce qui, encore une fois, a permis d'assurer la continuité du business. Le sujet suivant auquel on s'est attaqué, ça d'ailleurs on y est venu assez vite, c'est la manière dont il fallait continuer le service qui était offert à nos clients. Parce qu'encore une fois, l'instruction, c'était on devait fermer les commerces, sauf que nous, on avait des clients, enfin on ne vend pas des chaussures, hein, donc on a tout un tas de voitures qui n'étaient pas livrées, tout un tas de clients à qui on avait vendu des voitures et qui n'étaient pas livrées. Et donc, en fait, ce que l'on a fait, et donc on avait un débat, hein, là en l'occurrence c'était dans le COMEX, entre faut fermer parce que c'est les instructions, et non, il faut laisser ouvert en partie parce qu'on doit livrer nos clients. Et en fait, on a utilisé un outil qu'on a l'habitude d'utiliser dans la méthodologie Lean, qui s'appelle une matrice Quality Function Deployment, QFD, pour clarifier ce que l'on était capable de faire ou de ne pas faire. Et donc, en fait, on a relisté les services que l'on devait à nos clients, donc vendre une voiture, livrer une voiture, faire si je me mets du côté du client, c'est vendre ma voiture, acheter ma voiture, récupérer ma voiture, obtenir un financement pour financer ma voiture, etc., etc. Donc, on a listé tous les services essentiels que l'on devait, que l'on rend à nos clients, et on les a triés selon que l'on pouvait les rendre sans contact, totalement sans contact, ou bien s'il y avait besoin si pour le faire sans contact, ça nécessitait un développement, ou bien si c'était juste tout simplement impossible. Et en triant les choses comme ça, on est très vite arrivé à se dire, bon, on est capable de mettre à disposition des voitures dans nos points de vente pour des clients qui ont déjà commandé et de le faire en toute sécurité pour tout le monde. Et donc, par conséquent, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de continuer. De la même manière, on a décidé de le faire pour tous les clients qui étaient des professions prioritaires. Et donc, très rapidement, on a appelé tous les clients qu'on avait dans le portefeuille et on s'est rendu compte qu'on avait une proportion qui était assez importante de clients qui étaient infirmiers, médecins, qui travaillaient dans l'industrie agroalimentaire ou dans la grande distribution et qui étaient des personnes qui avaient besoin de leur voiture tous les jours pour travailler. Et par conséquent, on s'est dit c'est impossible, on ne peut pas fermer totalement. On est obligé de fermer le commerce physique
Par contre, on est obligé de continuer à livrer ces clients-là qui ont besoin de leur voiture et plus encore, qui en ont plus encore besoin dans ce contexte-là. Voilà, et c'est la matrice QFD qui nous a aidé à clarifier tout ça. Ce que ça nous a permis de clarifier aussi, c'est que à partir du moment où nos clients, alors là je parle de l'ensemble des clients, ne pouvaient plus se déplacer pour aller chercher leur voiture à cause du confinement, et surtout à cause du confinement, mais aussi parce que nous on anticipait que pour la suite, ça allait être certainement une problématique pour eux. On s'est dit, et j'en reparlerai après, qu'il fallait travailler sur la manière de livrer les voitures à domicile et sans contact. Voilà. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce contexte-là, on n'a jamais eu un indicateur de satisfaction client, notre Net Promoter Score, depuis le début du confinement, en fait, il est très élevé. Alors, on livre moins de clients que d'habitude, mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se rend compte que les personnes que l'on livre apprécient énormément le service que les équipes leur rendent. Voilà pour ce qui était du client. Et donc, là aussi, ce qui est important, c'est que dans nos principes, on a de toujours partir du client et partir des problèmes du client. Et donc, ce qui nous a amené à framer tout ce que vous voyez là, c'est justement qu'on est parti du problème des clients et que dans le cadre de la discussion, pour s'orienter, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit à nos clients, quels sont les problèmes de nos clients, comment on peut les aider à résoudre leurs problèmes. Voilà. Sur le slide suivant, je vais vous parler aussi de comment on s'est préoccupé des équipes, puisqu'en fait, je vous le disais, il y a le sujet du teamwork, mais il y a le sujet de garder nos collaborateurs, de se préoccuper de comment vont les collaborateurs d'abord, puisqu'en fait, c'est un contexte où certains peuvent être malades, d'autres peuvent avoir des personnes de leur famille malades. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des collaborateurs qui étaient isolés, qui vivaient seuls et qui étaient confinés seuls, donc dans des situations qui n'étaient pas toujours très rigolotes. D'autres qui vivent avec beaucoup de monde et c'est pas très rigolo non plus, mais on s'est dit assez rapidement et on a sensibilisé les team leaders là-dessus qu'il fallait changer leur manière de faire et mettre en place des routines, des rituels pour s'occuper des collaborateurs. Et donc là-dessus, on a mis tout un tas de choses en place. D'abord de prendre des nouvelles par téléphone, des daily meetings pour certains, même si ce n'était pas le cas normalement, le management n'était pas fait comme ça, mais dans certaines équipes, c'est carrément des daily meetings qui ont été mis en place alors que ce n'était pas le cas. Nous, on a changé nos modèles de Gemba, puisque moi, je fais des Gemba dans tous les services. Je suis passé d'un Gemba Work à des Gemba Watch, c'est-à-dire qu'on fait des Gemba comme ça via Zoom ou via Teams. Et puis, on a beaucoup travaillé à communiquer, beaucoup expliquer la situation, comment gérer la situation, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était grave, pas grave, comment ça allait se passer aussi pour les rémunérations. Dans ces contextes-là, en fait, les équipes ont beaucoup de questions, d'inquiétudes, et on a fait en sorte d'essayer de les rassurer au maximum. Voilà. Le dernier point, et je finirai avec ces deux derniers slides, c'est de travailler sur la sortie de crise. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est en sécurité, une fois qu'on s'assure qu'on continue le service pour les clients qui en ont besoin, une fois qu'on a pris, on se dit, bon, c'est bon, on est organisé pour que nos collaborateurs soient bien suivis. La question, c'est comment on fait pour se sortir de la crise le mieux possible. Et donc, le premier point sur lequel on a bossé, c'est le développement des collaborateurs, hein, puisque le Lean, c'est un People Development System, hein, normalement. Et donc, en général, on a l'habitude de développer les collaborateurs à travers des A3, des résolutions de problèmes, des Kaizen, des Gemba, de la formation au poste, du tirage de handon. Donc, c'est comme ça qu'on fait normalement en mode physique. Et bien évidemment, là, ce n'était pas possible. Donc, on a travaillé sur des programmes de formation. Et en fait, nos collaborateurs forment d'autres collaborateurs, ils se forment entre eux. Et il y a énormément de formations qui ont été mises en place très rapidement, avec des formats assez simples sur Teams pendant des formats 30 minutes.
Et donc, tous les jours, il y a des formations qui sont faites pour continuer à garder le lien, pour continuer à développer les collaborateurs. On a aussi travaillé, alors suivant les services, il y a eu pas mal de travail qui est fait sur alors à la fois des kaizen et des résolutions de problèmes sur les standards. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'on a pas mal de standards qui sont du travail à faire pour les mettre à jour. Donc c'est le moment, ça permet aux collaborateurs de prendre le temps de travailler justement sur les résolutions de problèmes. Et le dernier point sur lequel on bosse pour préparer la suite, donc là, je parle du développement des collaborateurs. Le dernier point, c'est comment on fait pour mieux servir nos clients en sortie de crise et quelles vont être les attentes de nos clients. Donc en fait, là, les équipes sont mobilisées sur nous, ce qu'on en pense, et on le pense en écoutant nos clients, c'est que nos clients vont être en attente de vente à distance, acheter des voitures, de moins se déplacer pour aller dans les commerces, mais aussi de moins se déplacer pour aller chercher leur voiture, et surtout de limiter les contacts physiques. Quelle que soit la sortie de crise, on pense que ça va durer pendant longtemps sur la limitation des contacts physiques. Et donc, le gros enjeu pour nous, c'est de réinventer notre manière de travailler sans contact physique. Donc, le premier contact physique sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la manière de livrer les voitures. Remettre en main une voiture, où d'habitude, eh bien, on monte dans la voiture avec le client. Enfin, il y a tout un échange chaleureux avec les clients. Et donc, si on peut passer au slide d'après, le travail, il y a un gros Kaizen qui a été lancé là-dessus pour apprendre à livrer nos clients sans contact, sans contact physique, mais pas sans contact humain. C'est comme ça qu'on l'a défini. Et puis surtout en 100% safe pour les collaborateurs et pour nos clients. Donc, vous voyez, on a mis quelques images de tests qui sont faits où on a des collaborateurs qui se protègent eux-mêmes, qui protègent le véhicule pour ne pas le contaminer potentiellement, qui préparent des documents qu'il faut signer d'une certaine manière pour éviter tout contact. Et voilà un des Kaizen sur lequel on travaille, mais en fait, on a lancé des Kaizen sur tous les processus clés de l'entreprise, puisque c'est valable aussi ça peut être valable pour la vente, pour la signature d'un dossier de financement, pour tous les processus clés de l'entreprise, la reprise, qui est un gros sujet pour lequel on ne s'est pas encore complètement attaqué. Mais voilà, Kaizen pour continuer de progresser et d'améliorer le service que l'on rend à nos clients. Voilà en gros comment nous avons réagi. Si vous voulez qu'on passe aux questions maintenant. Oui, merci beaucoup Nicolas. J'ai des questions qui ont été posées là pendant la discussion. Il y en avait une qui était, est-ce que vous avez démarré, je vais arrêter de lire la présentation, est-ce que vous avez démarré le Lean au tout départ d'Aramis Auto ou est-ce que vous l'avez fait plus récemment? Alors, nous, on a commencé à s'intéresser à la démarche Lean en 2012. Et puis, on a déployé, en le faisant d'une manière un peu traditionnelle au départ, c'est-à-dire avec les cabinets de consultants et en déployant des chantiers Lean, tout ça avec des consultants qui n'étaient pas forcément très compétents dans le domaine du Lean. Et puis, à partir de 2016, on a changé notre fusil d'épaule en travaillant, et moi j'ai commencé à travailler avec un sensei, Michael Ballet pour ne pas le nommer. Et donc, on a vraiment changé de notre manière de transformer l'entreprise à partir de fin 2016. Super. Et un peu dans le même ordre d'idée, vous avez utilisé le terme Kaizen Office. Est-ce qu'on peut le réexpliquer? Qu'est-ce que c'est le Kaizen Office chez Aramis? Alors, le Kaizen Office, c'est une équipe qui est composée aujourd'hui ils sont quatre avec un manager qui est quelqu'un qui travaille avec moi en direct, qui est Cyril, qui est présent là d'ailleurs. Et le rôle du Kaizen Office, en fait, c'est d'accompagner l'entreprise sur toute la méthodologie Lean. Donc, ils vont par exemple, quand un team leader fait un Kaizen avec son équipe,
ils vont accompagner le team leader sur la méthodologie du Kaizen, répondre à ses demandes. Ils vont accompagner dans le manager dans la mise en place de son OBIA et dans la maintenance parfois de l'OBIA. Ils vont aider à préparer les Gemba. Quand moi, je vais visiter une agence à Toulouse, le Kaizen Office va y aller la veille pour aider le team leader à préparer le Gemba. Voilà, ils accompagnent l'ensemble des équipes sur les méthodologies Lean, en fait. Alors, on a vu un très bel exemple de Kaizen là, sur le dernier slide sur comment on prépare la signature de documents et la remise de la voiture. Est-ce qu'il y aurait un autre exemple de Kaizen qui serait en cours, par exemple, et comment est-ce qu'on arrive à faire du Kaizen à distance? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le contexte, je prends la livraison sans contact. Dans le contexte dans lequel on était, évidemment, le fait de faire de la livraison sans contact, on a eu tout de suite l'idée. De toute façon, il n'y a rien de très révolutionnaire à partir du moment où il faut respecter les gestes barrières. Sur ce processus de l'entreprise, il faut faire une livraison sans contact. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que je vous parlais du 4D, 4F là, et du Command and Control versus Orient and Support. Très rapidement, sur la livraison sans contact, la cellule de crise a commencé à définir ce que ça allait être que la livraison sans contact, en créant des instructions. Donc, c'est comme ci, comme ça, blablabla. Enfin, il y a toute une liste d'instructions que la cellule de crise a fait pour la livraison sans contact. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que, et là, on était tombé dans le command and control. Enfin, on avait le risque de tomber dans le command and control. Et ce qui est assez amusant, c'est que comme tous les collaborateurs, enfin, tous les managers de l'entreprise sont très ont bien compris toute la philosophie du Lean, tout le monde s'est rendu compte rapidement qu'on n'était pas du tout dans la bonne direction. Et c'est un des managers qui a dit non mais attends, on va arrêter avec ça, on va passer en mode Kaizen et on va d'abord poser le problème. On va mieux poser notre problème, on va solliciter les personnes qui sont sur les terrains en leur demandant quelles sont leurs suggestions. Et en fait, du coup, on a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile, même si ce n'est pas terminé, hein, mais toute la réaction a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile et beaucoup plus pertinente. Et donc, c'est assez marrant parce que le Kaizen, on n'a pas choisi de faire du Kaizen, en fait, ça s'est imposé à nous. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on était, et puisqu'il fallait qu'on fasse évoluer nos processus, on n'avait pas le choix, il fallait faire du Kaizen. C'est la meilleure manière de réagir de manière agile, rapide et bien orientée vis-à-vis du client dans le contexte dans lequel on était. Voilà. Donc, là, le Kaizen, on parle de Kaizen sur le… En fait, on a un Kaizen sur la sur la livraison sans contact, mais on a un Kaizen aussi sur la partie logistique, puisque la livraison à domicile, qui était auparavant une quinzaine de pourcents de nos volumes, on se dit que ça va passer peut-être à 30, 40, 50. Donc, il faut qu'on invente des nouvelles manières de livrer à domicile. Et puis, en ce moment, on ne peut pas livrer à domicile de la même manière que ce qu'on faisait avant. Donc, pareil, on est obligé de revoir le processus. Pareil, sur la partie logistique, le patron de la logistique, qui est Alejandro, je ne sais pas s'il est là, a dit on va faire ça en mode Kaizen. Voilà, donc je pourrais multiplier les exemples, pas à l'infini, mais c'est un petit peu comme ça que l'on aborde, avec des dimensions plus ou moins importantes, plus ou moins stratégiques, toutes les problématiques en fait, qui se présentent à nous dans ce contexte de changement quotidien en fait, et de re-challenging quotidien. Ma question suivante, c'est plus un commentaire qu'une question, mais on voit combien les outils, quand on les maîtrise avant, sont utiles parce qu'ils viennent immédiatement à l'esprit quand on en a besoin. La matrice QFD est un outil extrêmement utile, effectivement, pour repérer quelles fonctionnalités on propose par rapport aux attentes clients. Peut-être réexpliquer un petit peu comment vous utilisez les matrices QFD chez Aramis. Ouais. Oui, alors, donc moi je ne suis pas très bon pour l'expliquer parce que je ne la maîtrise. Nous, on est vraiment en début d'utilisation. La matrice QFD, nous, on l'utilise dans le cadre
de développement produit, et notamment pour le site Internet. Par exemple, on l'a utilisé pour se poser la question des fonctionnalités du site Internet, des attentes du client, des attentes du client, donc trouver la voiture qui me convient, réserver la voiture, avoir des renseignements sur la livraison, etc. Donc on liste les attentes et on va lister ensuite les features, les fonctionnalités que l'on a pour voir comment nos fonctionnalités matchent avec les attentes des clients. Et ensuite, depuis les fonctionnalités, on va lister les technos pour voir comment nos technos fonctionnent avec les fonctionnalités, justement. Et voilà, donc en fait, nous, on est un peu en mode où on apprend à l'utiliser. Elle nous a déjà été utile à plusieurs reprises. Mais jusqu'à présent, on était pas mal en mode exercice, quoi, pour apprendre à l'utiliser. Là, en fait, comme on avait ça en tête, ça a été un outil qui très rapidement nous a permis de clarifier les choses, quoi. Super. J'ai une question plus technique qui porte sur les OBIA virtuels. Je pense que tout le monde se pose des questions sur comment on anime mon Kaizen à distance, comment on travaille à distance. Vous aviez, pour avoir visité Aramis Auto avant, j'ai vu combien les OBIA chez vous étaient extrêmement manuels, beaucoup d'écrits sur les murs. Donc c'est un changement radical de passer en OBA virtuel. Comment est-ce que vous avez réussi à accompagner les équipes sur la mise en place de ces OBA virtuels et comment pas tomber dans du reporting à distance? Alors comment on a accompagné? En fait, le Kaizen Office a très rapidement proposé un modèle d'OBA. Très rapidement. Et puis moi-même, on a fait aussi l'OBA du COMEX en virtuel, ce qui fait que ça a donné l'exemple en fait pour tout le monde. Voilà. Après, alors donc nous il y a eu des OBA qui sont faits sur des fichiers Google Drive, Il y a des OBA qui ont été faites sur Redmine, il y a des OBA qui sont faites sur Trello. Donc chaque département a essayé de faire un peu en fonction des outils qu'il avait envie d'utiliser. Effectivement, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui tombent un petit peu dans le reporting et dans la liste des tâches, dans la liste des to-do list. Donc, c'est un point de vigilance. Mais on essaie en fait, on a été vigilant sur le fait de leur demander dans toutes les OBA de clarifier les challenges, d'expliquer les problèmes et de continuer à travailler sur la résolution de problèmes, y compris dans les OBA. Et comment on fait pour s'assurer que ça vit à peu près? Comme je vous disais, les OBA, normalement, c'est grâce au Gemba qu'on arrive à avoir des échanges avec les collaborateurs et qu'on peut les orienter sur leurs OBA, entre autres. Là, en fait, on fait des Gemba Watch, donc on partage les OBA. Moi, je vais dans les différents services à travers des outils comme celui qu'on est en train d'utiliser et on partage l'OBA et du coup, on discute de l'OBA ensemble et ça permet de réorienter éventuellement sur les challenges. Une question intéressante qui nous est posée, c'est, tu as dit, Nicolas, que tu te vois comme le sponsor du lead chez Aramis et que ça a été aussi un changement d'avis par rapport à ce que tu pensais au départ. Comment est-ce que tu as été convaincu? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur et tu t'es dit, ah oui, c'est ça qu'il faut faire? Alors, l'élément déclencheur, c'est, je vous ai dit qu'on avait commencé à peu près vers 2012 et puis que ça a fonctionné, ça a arrêté de fonctionner. Donc, tout ce qu'on faisait, tous les efforts qu'on faisait pour essayer de transformer l'entreprise en une entreprise lean, nous demandait beaucoup d'efforts et puis très rapidement, ça retombait. Les bénéfices qu'on obtenait, on les reperdait. Et donc, à un moment, j'en ai eu marre et c'est ce qui m'a amené à contacter des personnes que je considérais comme experts en lean. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur Michael, que j'ai rencontré Michael. Et Michael m'a expliqué qu'en fait, Michael Ballet, que je n'étais pas du tout
la manière dont je déployais le Lean n'était pas du tout la bonne manière, puisque ce que je voulais, c'était transformer les collaborateurs, alors qu'il fallait commencer par sans me transformer moi, et que si je voulais transformer l'entreprise, il fallait commencer par se transformer soi-même et transformer l'ensemble de l'équipe de direction avant de transformer les collaborateurs. Et donc, du coup, Michael m'a dit, c'est par toi qu'il faut commencer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et donc, forcément, je suis, entre guillemets, le sponsor, mais comme je suis sponsor, c'est une stratégie, c'est la stratégie de l'entreprise, donc forcément que le patron en est le sponsor. Alors justement, ça me permet d'embrayer sur une question intéressante qui est pas si souvent posée que ça. C'est en tant que dirigeant, qu'est-ce que la mise en place du Lean a pu t'apporter, notamment dans cette crise? Si tu n'avais pas eu le Lean, qu'est-ce qui serait passé maintenant que tu as le Lean? En quoi ça t'aide en tant que dirigeant? Je crois que là où ça nous a énormément aidé dans l'entreprise, c'est que tout le management, alors c'est le management, mais aussi les collaborateurs, mais enfin, on partage tous un même modèle. On partage tous une même vision des principes très clairs de respect for people, le client en premier, s'attaquer aux problèmes, le teamwork. Enfin, on partage tous des principes qui sont absolument clairs pour tout le monde. Et donc, dans ce contexte-là, où quand on arrive au milieu de la tempête, chacun n'est pas en train de chercher ce qu'il doit faire et de retrouver son mode d'emploi et tout ça. Tout le monde a le mode d'emploi dans la tête, on sait tous ce qu'on a à faire. On sait tous que le premier truc, c'est la sécurité et la sécurité des collaborateurs. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour se dire, est-ce qu'on doit ouvrir ou pas ouvrir? Est-ce qu'on doit faire cela ou pas le faire? Le premier truc, c'est la sécurité des collaborateurs. Deuxièmement, on a l'habitude de toujours partir du client. Et donc, à chaque fois qu'on rencontre un problème, on se dit, mais qu'est-ce que veut le client? Et comme tout le monde réagit de la même manière, tous les points de vue sont alignés très, très rapidement. Voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais le truc, c'est comme il y a un framework commun, un modèle commun, dans un cadre c'est un peu comme quand on arrive au match, hein. C'est une équipe qui se connaît parfaitement et qui joue, tout le monde joue de la même manière. Donc, quand on arrive dans une situation difficile pendant le match ou sur l'eau dans la tempête, tout le monde se trouve très facilement. Les échanges entre les uns et les autres se font très facilement. Les API entre les uns et les autres se font très facilement. Il n'y a pas de dissension et l'équipe tourne parfaitement. Super. J'ai une petite question technique, mais qui n'est pas inintéressante. Je ne sais pas si Aramis a buté dessus, mais on développe tous des outils à distance. Zoom a été critiqué, par exemple, pour ne pas être totalement sécure. Donc, la sécurité informatique avec le passage en remote, est-ce que vous avez réussi à vous en prémunir, enfin préserver la sécurité? Alors, pour l'instant, oui. On a été attaqué. Il y a eu des tentatives de phishing sur notre VPN. Pour l'instant, on n'a pas été, on n'a pas eu de problème. Mais alors, les outils à distance comme les Zoom ou les Teams, à la rigueur, les personnes qui viennent assister à nos réunions, chez nous, il n'y a pas un enjeu énorme hein, parce que c'est pas des réunions. Même si nos concurrents assistaient à nos réunions, je ne suis pas sûr qu'ils en feraient grand-chose. Donc, on n'est pas dans des industries où il y a beaucoup de risques là-dessus. Par contre, là où nous, ça crée des risques, c'est que pour travailler à distance, il faut accéder aux applications de l'entreprise. Donc, il faut ouvrir des accès. Mais tous les accès sécurisés existaient déjà. Avec des VPN sécurisés. Du coup, la sécurité a été un problème parce qu'en fait, ça a ralenti un petit peu la mise en place du télétravail pour certains, puisque certains n'arrivaient pas, à cause des protocoles de sécurité, n'arrivaient pas forcément à bien. Mais bon, ça s'est réglé assez rapidement et pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Mais on est vigilant là-dessus. Pour revenir au Lean,
on a vu combien il était important que les collaborateurs soient sollicités. Hein. C'est d'eux que peuvent venir les idées les plus pragmatiques sur le terrain. Ils sont en contact avec des clients en plus. Est-ce qu'il y a eu une ou deux suggestions qui te viennent à l'esprit, qui t'ont vraiment marqué, des suggestions de collaborateurs ces derniers temps et qui te viennent à l'esprit et qui sont vraiment intéressantes? Ouais, alors c'est compliqué parce que si j'en cite une, les autres vont. Oui, il y en a eu tellement. Non, mais en fait, là où on a eu beaucoup de suggestions sur la manière de livrer nos clients. Et encore une fois, hein, le gros du travail, c'est comment on continue de livrer nos clients malgré le contexte. Et en fait, en demandant aux agences, aux points de vente, au terrain, chacun a proposé des manières différentes. On le montrait là tout à l'heure sur le dernier slide. Chacun a proposé des manières différentes d'organiser l'échange avec le client de manière à le faire sans contact. Et donc, il y a eu plein de suggestions. Là, par exemple, là, hier, j'ai publié une vidéo d'un collaborateur qui est de l'agence d'Aix-en-Provence qui explique comment il fait, qu'est-ce qu'il a mis en place avec des pochettes plastiques qui sont ouvertes aux endroits pour les signatures des documents, de manière à passer les documents au client sans que ni le client ni lui ne touche les documents. C'est mis sous plastique, il désinfecte la pochette après que le client l'ait touché. Enfin bref, c'est tout un processus pour faire en sorte que ne pas toucher des papiers qu'on se transmet. Bon, bah, franchement, fallait l'inventer, quoi. C'est assez amusant. Et donc, bon, ça c'est un exemple, mais on en a plein. Ouais. Vous avez gardé d'ailleurs votre usine de conditionnement ou elle est complètement fermée puisque vous devez livrer des véhicules, donc vous avez aussi des véhicules à reconditionner ou à retravailler ou à réparer? Alors, l'usine, elle est ouverte pour la partie logistique, récupérer des voitures et livrer des voitures. En revanche, elle ne produit pas aujourd'hui. On a arrêté la production. Donc, c'est essentiellement parce qu'il faut qu'on mette en place les bons protocoles de sécurité pour les collaborateurs. Et de distance, oui. Voilà, exactement. Et là, pour l'instant, on travaille là-dessus. D'accord. J'ai une question aussi qui est posée. On est en pleine crise. On a vu combien le Lean pouvait aider à avoir un certain nombre de réflexes sur les valeurs et les outils. Mais est-ce que aussi la crise permet de booster des pratiques Lean ou certaines pratiques Lean? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent peut-être même mieux maintenant sur le Lean qu'avant? Je sais pas. Je sais pas pas. forcément simple à détecter puisqu'il y avait déjà beaucoup de Lean en place. Je sais pas. Moi, le point de vigilance, c'est plutôt. C'est plutôt le contraire. Mon point de vigilance, c'est de faire attention à ce qu'on ne perde pas nos bonnes habitudes, puisque comme la situation remet beaucoup de choses en cause, il faut qu'on fasse attention à ne pas perdre nos bonnes habitudes, qu'on adapte nos habitudes. Mais je ne sais pas dans quelle mesure il y a des éléments qui sont renforcés. Peut-être le Kaizen, peut-être ce côté Kaizen. Je pense qu'on est au bout du temps et des questions. Moi, j'aurais une dernière question. Vous travaillez sur le futur. On a vu qu'il y a tout l'aspect livraison des voitures. Mais est-ce que vous êtes aussi en train de regarder d'autres aspects, peut-être des nouvelles attentes clients? On a vu aussi qu'il y aurait sans doute plus de livraison à domicile qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à des nouvelles attentes clients ou des nouvelles fonctionnalités qu'il faudrait pouvoir développer? Oui, oui, parce qu'en fait, indépendamment du mode d'achat, on pense il risque d'y avoir des impacts sur les produits que les clients vont vouloir utiliser, sur la manière de financer aussi leur voiture. Donc oui, on réfléchit aussi à d'autres choses. Mais on a encore assez peu de retours de la part des clients là-dessus pour pouvoir vraiment faire quelque chose de pertinent, mais on est à l'écoute là. Pour l'instant, on est en mode plutôt, pour reprendre les 4F, on est plutôt en mode find, c'est-à-dire on se dit, bon, ça va changer des choses, comment on peut percevoir chez les clients les nouvelles attentes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? On a vu combien le Lean a aidé à clarifier les priorités. Je vois beaucoup de remerciements. Il y a une question sur le rôle du sensei, c'est intéressant. Oui, la dernière, voilà. Alors, le rôle de votre sensei dans cette gestion de temps de crise. Est-ce que le sensei a disparu? Après tout, il ne peut plus venir sur le terrain. Ou est-ce que vous arrivez à nouveau à travailler avec un sensei? Alors, pour le sensei, c'est un gros challenge. Parce qu'effectivement, une grande partie du travail avec le sensei, c'est du gemba. Et donc, on ne peut plus le faire de la même manière. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on va faire aussi des Gemba Watch. On va aller voir des OBEYA et des gestions de Kanban avec le sensei. On est en train d'organiser ça. On va essayer d'inventer quelque chose avec lui. Et en parallèle, en fait, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec lui. Donc, c'est plus du téléphone. Mais du coup, il y a un retour comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le sensei en mode recul et arrive à essayer de clarifier, aide à clarifier les problèmes. Super. Un grand merci, Nicolas. C'était passionnant. Je crois que tu nous autorises à enregistrer et à diffuser ce webinaire sur la chaîne YouTube du site ILF. Donc, un grand merci pour ça, pour ce partage d'expérience. Je vous rappelle, nous avons un autre webinaire avec Jonathan Vidor le 17 avril. Jonathan Vidor est fondateur d'une agence de e-marketing web. Là, on est en plein dans le digital. Ce sera très intéressant aussi à voir. Et nous avons le Book Club animé par Michael Ballet. Le prochain aura lieu le 9 avril, le suivant le 16. Ils sont tous sur le site de l'Institut Lean France. On vous remercie beaucoup. Merci Nicolas. Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer ce webinaire. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.